Je suis originaire de Vernier, donc j'ai vécu à Vernier jusqu'à 30 ans. Et puis après, je suis parti une dizaine d'années à l'étranger, spécialement pour faire de la recherche en rapport avec la chimie. J'ai travaillé à la NASA, à Stanford et puis à Lyon. Voilà. Et puis je suis rentré maintenant il y a une petite quinzaine d'années. Et puis depuis, je suis établi ici. J'ai repris la maison de mes grands-parents. Voilà, qui n'est pas très loin de ma maison de mes parents, donc à Vernier village. Mes grands-parents travaillaient chez Givaudan à la parfumerie, et ce qui m'a amené à la chimie, c'est les parfums, un petit peu. C'est-à-dire qu'au début, j'étais intéressé peut-être à devenir parfumeur. Et en fait, ce qui m'intéressait aussi, c'était l'aspect philosophique des odeurs. C'est-à-dire que beaucoup, sur le plan de la philosophie, a été fait en rapport avec la musique, par exemple, le côté évanescent de la musique. Pour les odeurs, il y a des similitudes, mais c'est beaucoup moins étudié. Et je suis rentré à l'université en philosophie et en français pour étudier ça. Puis très vite, j'ai vu que c'était le sujet d'une thèse et pas du tout sujet, disons, de licence ou quelque chose comme ça. Et assez vite, j'ai vu aussi que la plupart des gens en philosophie qui avaient marqué leur époque avaient fait tout à fait autre chose au début. Alors, je me suis dit, si tu veux faire quelque chose dans les parfums, dans les arômes, il faut d'abord comprendre les molécules et faire la chimie. Actuellement, j'enseigne la chimie aux classes propédeutiques, donc c'est des assez grands groupes, par exemple aux biologistes, pharmaciens, sciences de la terre et de l'environnement. Et ces gens n'ont pas forcément choisi de faire la chimie. C'est une branche plutôt dure qui est nécessaire pour leur métier, mais qu'ils appréhendent un petit peu. Il est vrai que j'ai des obligations, je ne peux pas raconter juste des petites histoires pour les amuser. J'ai des démonstrations à faire, c'est le cadre assez strict et formel. Par contre, on peut toujours essayer d'intéresser les étudiants en essayant de raccrocher à quelque chose qui est parlant pour la vie de tous les jours ou qu'ils aient une anecdote à se raconter chez eux ou quelque chose comme ça. Par exemple, on peut prendre une lettre, la lettre E, sur l'alcool, l'éthanol. C'est l'alcool de boisson. Et j'ai trouvé assez intéressant de faire ce rapport avec la littérature en disant que dans la littérature du 19e siècle, elle a été traversée par différents courants littéraires, comme le naturalisme, le réalisme, le romantisme, etc. Et en fait, un des points communs, c'est l'alcool. En fait, l'alcool chez le romantisme permet d'exacerber ses sensations amoureuses. L'alcool dans le réalisme, c'est l'alcool social. Zola en a parlé. Et dans le naturalisme aussi, on tombe dans l'assommoir où carrément ça devient un point extrême. Donc voilà, c'est un exemple qui est assez intéressant. Après, ça pose la question aussi, par exemple, dans les tableaux. Dans les tableaux de maître, quel est le rôle de l'alcool d'éthanol? Et vous seriez assez surpris de voir que c'est un thème assez récurrent, de voir des gens soit au bistrot, autour d'un verre d'absinthe, en train de boire. Alors ça pose aussi la question, pourquoi par exemple l'absinthe a disparu à cette époque, pourquoi elle a réapparu? Il y a tous des problèmes un petit peu chimiques derrière tout ça qui sont expliqués. Voilà. Donc on voit qu'on part finalement d'une molécule ou de deux molécules et on arrive soit à la littérature, soit à la peinture de cette façon-là. De même qu'une autre histoire, par exemple, la plupart des pigments, c'est en fait de la chimie, donc en gros. Et en fait, j'explique pourquoi on voit les pigments d'une certaine couleur. Et ça, c'est justement, vous me demandiez un grand nom de la chimie genevoise, c'est Jorgensen, donc c'était un professeur à l'université à Genève, qui a découvert justement pourquoi un pigment était d'une certaine couleur.